Nein, ich habe alles. Jawohl, jawohl. L'Allemagne, au milieu des années 30. À première vue, un pays paisible. Ma mère est née à cette époque. Mon père est alors enfant. Le pouvoir hitlérien est bien installé. Les effets de la crise de 1929 ne sont plus perceptibles. Les chômeurs ne hantent plus les rues. Les ennemis du régime ont été muselés, chassés, emprisonnés, assassinés parfois. Les Juifs sont les boucs émissaires. L'idéologie nazie les voit comme l'ennemi public numéro 1, comme des sous-hommes, du gibier de potence, bon pour l'extermination. La plupart des Allemands ont fini par s'accommoder du régime, quand ils ne sont pas tout bonnement devenus des partisans d'Hitler. Pour se distraire, le cinéma de l'époque fabrique de l'imaginaire et du rêve. Il se veut l'égal d'Hollywood, le Hollywood d'Hitler. C'est un cinéma théâtral, un cinéma de l'illusion. Il vise le monumental, la grandeur, se veut sentimental et spectaculaire, s'adresse à la fois au cœur et aux yeux, et il cultive l'ambiguïté. Un visage connu. Qui sait qu'elle a commencé sa carrière en Allemagne? Nous connaissons trop peu ces films. Pourtant, il n'y a pas de raison de détourner le regard. Ils valent mieux que leur réputation. Nombre d'entre eux méritent notre intérêt. Il faut les regarder en s'attachant aux détails, sans s'arrêter au message évident qu'ils véhiculent, mais sans l'oublier. Certains savent et montrent beaucoup plus de choses qu'ils ne veulent l'admettre. Les meilleurs s'analysent d'eux-mêmes. Ils nous révèlent des choses qui les dépassent. De quoi parlent ces films? Que dévoilent-ils? Que cachent-ils? Le cinéma nazi était du grand spectacle, du jamais vu. Toute cette période semble parfois n'avoir été qu'un très long film. Une séquence de la mémoire collective allemande qui hante encore son inconscient. Le cinéma, c'est quelque chose que nous ne savons pas. Regardons-le de plus près. Février 1933. 3 jours après son accession au pouvoir, le chancelier Hitler se rend à l'Ufa-Palast, le plus grand cinéma berlinois. Il assiste à la première d'une production de la République de Weimar. L'action se passe dans un sous-marin pendant la Première Guerre mondiale. Le film exalte l'esprit de sacrifice de l'équipage allemand et préfigure quelques-uns des motifs centraux de la propagande nazie. La camaraderie, l'amour du devoir érigé en règle suprême. Le collectif donne du sens à la vie de l'individu, du soldat. Et puis il y a la figure imposée du suicide sacrificiel, comme une exhortation à continuer le combat. La pulsion de mort imprègne le film tout entier. Unser Leben gehört ja nicht mehr uns. Nicht mehr uns, Böhm. Wie? Wir müssen fahren, solange wir noch einen Finger krumm machen können. Wieder auf dem Boot und wieder, bis uns der liebe Gott beurlaubt, Böhm. Schlaft gut, ihr Lieben. Le régime ne saura jamais célébrer la vie. En revanche, le culte de la mort est une source d'inspiration inépuisable.
On le voit lors des cérémonies propagandistes, au moment des défilés annuels du souvenir devant la Feldherrnhalle et sur la Königsplatz de Munich, dans la géométrie déshumanisée des fêtes du parti. On le voit aussi et surtout dans la magie de la nuit illuminée par les torches, un spectacle qu'Hitler et les siens apprécient tout particulièrement. Et puis on le voit dans leurs films. Pour le régime d'Hitler, le cinéma est l'instrument de communication avec les masses. Ich weiß, À quoi rêvent ces Allemands? Le cinéma du Troisième Reich semble fasciné par la mort. Un nombre étonnant de scénarios sont tout entiers empreints de cette pulsion. Ich sehe dich nicht mehr. Els! La mort est mise en scène encore et toujours. Quelques années plus tôt, Heidegger a conceptualisé l'être vers la mort. Dans cette mise en scène romanesque du trépas, le cinéma s'approche au plus près du régime. Dans le cinéma nazi, la mort est toujours heureuse, dans un sentimentalisme souvent poussé jusqu'à l'absurde. Umsonst zu sterben liebe ich nicht. Doch liebe ich zu fallen am Opferhügel fürs Vaterland. Zu bluten des Herzens Blut fürs Vaterland. Und Siegesboten kommen herab. Die Schlacht ist unser. Lebe droben, o Vaterland, und zähle nicht die Toten. Dir ist, Liebes, nicht einer zu viel gefallen. Quel genre de peuple a besoin de poètes pour être prêt à tuer et à mourir? À quoi rêvent ces Allemands? Manifestement, ils rêvent aussi d'idylle, d'une vie de famille heureuse, de nature, d'une patrie intacte. Le cinéma nazi crée un monde idéal, mélange de traditionnalisme et de divertissement. Ce qui frappe aussi, c'est l'ironie sans limite qui prévaut dans ces films. On y trouve cette gaieté toujours un peu crispée, ces éclats de rire allemands dont le monde entier apprendra bientôt à se méfier. Cette époque qu'on ne qualifierait pas aujourd'hui de joyeuse nous apparaît comme le règne de l'hilarité permanente et quelque peu forcée. Le personnage clé de l'ambition cinématographique nazie, c'est Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, le protecteur du cinéma allemand, le chargé de communication de l'État totalitaire. Il contrôle la radio, la presse et tous les domaines artistiques, avec une attention toute particulière pour le 7e art, d'ailleurs directement placé sous sa tutelle. Le Troisième Reich aurait été inconcevable sans la propagande, et la propagande inimaginable sans le cinéma. Il n'y a plus de film d'auteur. Dans l'État nazi, un seul homme possède le Final Cut, c'est Goebbels lui-même. Il a l'œil sur tout, les scénarios, la distribution, la réalisation. Il imprime résolument son style sur le régime. D'une certaine manière, le Troisième Reich tout entier est le film de Goebbels, son œuvre complète. Il disait ainsi: « La propagande est un art. La propagande n'a qu'un seul but. Ce but s'appelle la conquête des masses. Rallier les hommes à une idée, à laquelle ils finissent par succomber et dont ils ne pourront plus se libérer. » Première étape, la mise au pas. Plus de 2000 personnes travaillant dans les métiers du cinéma sont interdites d'exercer. Beaucoup choisissent d'émigrer. Marlène Dietrich travaille déjà pour Hollywood. Elle s'y installe définitivement. Fritz Lang quitte également l'Allemagne, malgré les flatteries du nouveau régime. Georg Wilhelm Pabst a prévu de partir lui aussi. Il n'a pas de chance. En 1939, alors qu'il a déjà réservé sa traversée pour l'Amérique, il rend visite à sa mère en Autriche avec un passeport français. La guerre éclate. Impossible de quitter le Reich. Il est donc contraint de tourner en Allemagne et de s'accommoder du pouvoir. Cet exercice de funambule donnera notamment
Paracels. Sind wohl ins Tollhaus geraten. Kommt. Qu'est-ce que la propagande? De l'envoûtement, et non pas de la contrainte. Son but est la mise au pas de la société et sa mobilisation à travers une hystérie de masse. Pabst met en scène un Moyen-Âge lointain, mais finalement assez proche de l'Allemagne d'alors. Le film nous montre l'embrigadement total. Une foule en transe qui marche d'un même pas, guidée par un meneur avec lequel elle semble, un court instant, ne faire qu'un. Face à elle, un représentant de la raison qui lutte à la fois contre la folie et les idéologues, et contre la mort. La propagande est totalitaire, régressive et nihiliste. On prive des concepts importants d'une partie de leur substance, on les glisse dans la boîte et on fait de la réclame avec leurs reflets. Derrière le tumulte de la propagande surgit une tête de mort. Depuis 1933, le théoricien du cinéma et journaliste Siegfried Kracauer a lui aussi quitté le pays, comme ses amis Theodor Adorno et Walter Benjamin. C'est à New York qu'il publiera après la guerre un ouvrage révolutionnaire sur le cinéma de la République de Weimar, de Kelly à Hitler. Mais dans ses premières années d'exil, il rédige un essai méconnu sur la propagande totalitaire. Selon Kracauer, le cinéma est le sismographe de son époque, l'indicateur de son inconscient culturel. Les films savent des choses que nous ignorons. Ils reposent sur un sous-texte que l'on peut mettre au jour. Si c'est exact, et c'est notre thèse, que nous révèle le cinéma nazi sur le Troisième Reich et la société qu'il a vu naître? Quel est l'impact de ces films sur l'histoire du cinéma allemand, avec les mythes et les histoires qu'ils mettent en scène, les mensonges et les vérités cachées qu'ils recèlent? Que raconte le cinéma allemand que nous avons oublié? Le jeune hitlérien Kweeks est le premier film ouvertement propagandiste à rencontrer le succès. Le film de Hans Steinhoff raconte l'histoire de Kweeks, un garçon issu du milieu ouvrier. Le crépuscule de la République de Weimar. Le chaos des images et de la musique figure le chaos d'une démocratie au bord de la guerre civile. La musique joue un rôle central. Völker, hört die Signale auf zum Letzten. Kannst du nicht singen, du? Da weg, der beibringt, du. Völker, du? Völker, Die Signale auf zum Letzten? Gefecht? Völker, hört die Signale. Ja. On voit se dessiner le profil psychologique du fascisme. La misère des petites gens, la faiblesse des pères, et le conflit père-fils dans lequel le film prend le parti des garçons. Immer passiert heute manches, was du noch nicht so richtig kapierst. Aber wir Proleten, wir müssen uns unserer Haut wehren. Das ist es.
Und nun müsst ihr Jungs uns eben helfen. Müsst auch eben zu uns stehen, zu uns Alten. Sonst schaffen wir das nämlich nicht. Kvex goûte peu les mœurs libres et légères des jeunes communistes. Il est attiré par la sécurité que lui inspire l'autre bord. Mit mir. Ach, am Ende hast du noch nicht meine Freundin. Wozu denn? Hab dich doch nicht so. La forêt devient le lieu de l'initiation. La musique, son moyen d'action. La représentation de la jeunesse est chargée de sensualité, d'érotisme. Wo soll ich denn hin? Frage. Zu deinem Vater natürlich, wo du ihn gehörst. Das eben ist die Frage. Wo gehört der Junge heute hin? Sieh, ich habe sehr gute Eltern gehabt. Aber wie ich 15 war, da bin ich ausgerückt. Zu 1000 sind die Jungs schon ausgerückt. Das waren eben Lausejungs. Oh, Sie Jungen sind etwas Wunderbares. Jungs sind ein großes Geheimnis, zu allen Zeiten schon. Sind zu den Pelzjägern, zu den Zigeunern sind sie geflohen. Immer hat sie eines Tages der große Zug gepackt. Wo gehört ein Junge hin? La séduction à l'état brut. Mach doch auf. Kvex trouve l'équilibre et la reconnaissance grâce à l'uniforme des jeunesses hitlériennes. Ihr seid alle miteinander verrückt geworden. So, Heidi. Da hast du einen Spiegel. Mais ce même uniforme lui sera fatal. Kolosser. Un bon sacrifice. Une belle mort. Unsere Fahne flattert uns. Krakauer écrit à propos du film. C'est une critique évidente des tentatives passées, maladroites et excessives afin de plaire au nouveau maître. Les communistes ne sont pas dépeints comme des adversaires, mais comme des concitoyens embrigadés. À la fin, les colonnes spectrales des SA semblent surgir du cadavre du jeune garçon, comme s'il revenait à la vie dans leur rang. Après la politisation de l'esthétique, vient l'esthétisation de la politique. Avec Leni Riefenstahl. Son documentaire sur le congrès de Nuremberg, une commande personnelle d'Hitler, devient l'archétype de la propagande cinématographique. Tout est habilement chorégraphié, comme un concert pop. La politique devient un spectacle, et Hitler en est la star. On ne le voit que de dos. L'effet qu'il produit se lit sur les visages de ses fans. Et la réalisatrice y ajoute une charge érotique. Visage en extase. Mannequin du fascisme, image vivante des statues d'Arno Breker. Dans un deuxième temps, à moitié inconsciemment, le film montre une certaine similitude entre les spectacles politiques nazis et les offices religieux. Le Führer adjure l'assistance sur un ton incantatoire, comme un prédicateur. Über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungens und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland erhoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Enfin, dernière phase. La synchronisation des masses et la dissolution de l'individu dans la géométrie. Aucun régime n'a déployé un tel faste pour s'auto-célébrer. Le peuple a peur du chaos et de l'anarchie. Voici la réponse de son maître, le spectacle théâtral. Festivité, rituel, solennité, la mécanique des masses. Et ce que Krakauer a décrit des années auparavant comme l'ornement de la masse, une troupe musicale. Comme le feront bientôt les films musicaux,
Riefenstahl représente visuellement l'ordre et la mise au pas. Le peuple rentre dans le rang. L'histoire devenait théâtre. Tout était taillé sur mesure pour les besoins des caméras. Dans le triomphe de la volonté, l'image n'est plus le compte-rendu de la vérité. On crée la vérité pour la mettre au service de l'image. On assiste à une révolte contre la modernité qui use des moyens les plus modernes. C'est le règne du mouvement. Des masses humaines mobilisées, ordonnées en quinconce dans un mouvement perpétuellement cadencé. De la future chair à canon. Si les films de Riefenstahl fonctionnent encore, c'est entre autres parce que les pulsions qu'ils donnent à voir sont toujours d'actualité. Parce qu'ils contiennent un idéal romantique dont le pouvoir d'attraction perdure. La foi en un gourou et en l'occulte. L'exaltation de l'esprit communautaire n'exclut pas le moins du monde le désir de chef absolu. Les dieux du stade, tournés par Leni Riefenstahl lors des Jeux Olympiques, prônent un idéal physique qui fait désormais référence au quotidien. C'est tout un État qui se met en quête du corps idéal. Beinahe hätte ich vergessen. Was? Wollen wir hingehen? Ein neuer Film? Sur le bon millier de films produits sous le Troisième Reich, 500 au moins sont des comédies et des films musicaux. On recense à peine 300 mélodrames. Les films d'aventure et les films policiers forment le reste. Des films à découvrir, des séquences bien faites, d'une grande qualité esthétique. Mais rien de tout cela n'est innocent. Le cinéma attire des centaines de millions de spectateurs dans toute l'Europe. Un lieu d'évasion, mais aussi d'endoctrinement. Car tout est réglementé. La salle doit être pleine. Avant le film, on passe un documentaire culturel. Viennent ensuite les actualités. Un domaine qui, là encore, est supervisé directement par Goebbels. In Rom fand die 14. internationale Sportwoche ihren Abschluss. Im Poloturnier siegte nach spannendem Kampf sehr überlegen Prinz Louis Alexander mit seiner Mannschaft. Der Prinz empfängt aus der Hand seiner Verlobten, der Prinzessin Irina, den Goldpokal. Fondée en 1917, la UFA est le grand studio de cinéma allemand. Ses propriétaires ont aidé Hitler dans sa conquête du pouvoir. La UFA a par conséquent vite fait de s'adapter au nouveau régime et de trouver le ton adéquat. En 1937, elle est nationalisée. Les autres studios sont dissous les uns après les autres et en 1942, les derniers sont regroupés dans un monopole d'État, la UFA Film. On use et on abuse de raccords visuels osés et inventifs. Le procédé puissamment onirique des fondus enchaînés crée une atmosphère irréelle, où tout est relatif. Kaléidoscope ambivalent, trompe-l'œil polysémique. Les frontières disparaissent dans l'équivoque. Elles s'effacent. Et pas seulement entre le rêve et la réalité. Wenn der Herr näher treten wollen? Kein Wort war daran. Alles dummes Gerede. Le cinéma nazi dévoile lui-même les mécanismes de l'illusion. Ici, il devient véritablement usine à rêve.
Les films musicaux comme celui-ci sont caractéristiques de la période. Ce sont des sortes d'opérettes, des adaptations musicales hybrides au goût du jour, des rondes de personnages hors du réel qui servent d'opium au peuple qu'on divertit. Et toujours l'uniformité et le pas cadencé. Les films musicaux illustrent l'ordre et la mise au pas. Marika Röck est hongroise. Bon nombre de stars du cinéma allemand sont étrangères. Marika Röck et ses films, c'est un univers en soi. Une allure de robot indestructible, une femme élastique. Sous le Troisième Reich, la pirouette est un exercice très répandu. Mais personne n'arrive à la cheville de Marika Röck, véritable derviche tourneur du cinéma allemand. De quoi donner le vertige. Man müsste Klavier spielen können, wer Klavier spielt hat Glück bei den Frauen. L'autre star du film musical, c'est Johannes Esters, néerlandais et homme à femme. Autre genre très apprécié, la fresque historique, le prestige de l'uniforme. Enfin, les mélodrames, conflits amoureux, guerre des sexes et renoncements majeurs. Les personnages principaux sont souvent des femmes. On développe aussi un certain goût pour l'exotisme, comme dans cette adaptation coûteuse du roman de Karl May, À travers le désert. Un Allemand qui met de l'ordre en Orient, une sorte de Laurence d'Arabie germanique, 30 ans avant David Lean. Les autres genres sont quasiment inexistants. Pas de films d'horreur, pas de films fantastiques. Non par manque d'intérêt du public, mais parce que cela le touche de trop près. Le Troisième Reich, c'est déjà l'horreur. Le fantastique à l'état brut. En Allemagne, le cinéma ne doit pas trop ressembler à la réalité. Dans un état total, la propagande l'est forcément. L'Or est le seul film de science-fiction du Troisième Reich. Une pâle imitation de Métropolis, nimbée d'une étrange atmosphère morbide. Brigitte Helm interprète le rôle principal. Unternehmen Sie hier nichts gegen meinen Vater. Ich sage es nicht seinen. Hans Albers lui donne la réplique. Cheveux blonds aux yeux bleus, tout lui était permis. Cet acteur, né en 1891, est le héros par excellence du cinéma allemand. Mais un héros bondissant, léger, pas vraiment tragique. L'une des rares stars allemandes capables de second degré, voire d'ironie. Un filou, le stéréotype de l'anti-nazi, bien que germanique. Quelque chose comme le dieu soleil du cinéma. Le héros des films d'action de l'ère nazie, un physique qui en impose. Une audace inédite qui n'épargne pas l'autorité. Il affiche à l'écran une allure presque américaine, insuffle le ton de la rue. Un aventurier et un mythe vivant. Cet Hollywood hitlérien n'est pas un cinéma de réalisateurs, mais de stars. Une usine à rêve allemande qui tourne à plein régime. Ce qui frappe, c'est le nombre d'étrangers dans ce star system. L'étranger apporte ce glamour si convoité, une touche internationale et exotique. Sous le Troisième Reich, le métier de comédien compte parmi les mieux payés. Les cachets des acteurs se situent dans la plus haute des 5 catégories. De plus, à partir de 1938 et sur ordre personnel d'Hitler, 40% de leurs revenus peuvent être déduits comme frais professionnels.
du donnant-donnant. Le cinéma, forme d'art total, fait partie intégrante de l'État. Mais le départ des émigrés est un coup dur. Goebbels cherche une Garbo. Les Suédoises ont la cote. Christina Söderbaum. Sarah Leander. Et Ingrid Bergman. Elle a alors 23 ans. Voici son unique rôle sous le Troisième Reich. Quatre filles courageuses est l'un des films les plus intéressants de l'époque. Berlin filmé dans un style néo-réaliste, comme un capriccio sur pellicule. Geschäftsinteresse geht vor Privatinteresse. Wir sind 4. Quatre jeunes femmes modernes, fraîches et moulues d'une école d'art graphique, décident de créer leur propre entreprise de publicité. Dans ce monde masculin, elles essuient un premier échec, puis finissent par réussir, avant de réviser leurs priorités et préférer le mariage à leur vie professionnelle. C'est la victoire du conservatisme. Malgré tout, le temps d'un long métrage, on voit se dessiner de nouveaux modèles féminins, d'autres possibles. Ach, wenn Sie wüssten, wie gut Ihnen so eine Küchenschürze steht. Wollen Sie mir nicht wenigstens ein paar Brote mit auf die Reise geben, damit ich sie in guter Erinnerung behalte? Wollen Sie vielleicht auch noch ein Würstchen? Wenn es nicht zu viel verlangt ist. Bitte. Par la suite, Ingrid Bergman tentera de cacher ce pan de sa carrière. Elle a décliné une invitation à prendre le thé chez Goebbels. C'est tout ce qu'elle trouvera à dire à ce sujet. 6 ans plus tard, dans Casablanca, elle interprétera une antifasciste. Une façon de se faire pardonner. Sarah Leander est la nouvelle grande star du cinéma nazi, destinée à devenir la nouvelle Greta Garbo. Voix grave, cheveux noirs et gaieté affectée dans de pesants scénarios mélodramatiques. Ces chansons parlent de patrie perdue, de désirs inassouvis, de miracles qui finiront peut-être par se produire. Une femme fatale, version petite bourgeoise. Des imitations de la vie qui agissent comme une drogue, s'insinuent lentement dans la conscience du public et instillent leur charme doucereux, leur emprise, l'emprise de la mélancolie. Sarah Leander est la création de Detlef Zirk, qui deviendra bientôt Douglas Sirk. Après avoir évolué avec souplesse dans le cinéma nazi, il tournera ses mélos à Hollywood. Porto Rico, lieu tentateur, mais aussi dangereusement équivoque, entre joie de vivre et vapeur fiévreuse. Bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. Un songe fébrile fait d'aspiration et de chimère, de désir et de perte, un conte cruel aux personnages névrosés. Sarah Leander y campe une épouse malheureuse, prisonnière d'une cage dorée, sa propre maison. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Das ist schön, Tante, schön. Ich gehe nie mehr weg von hier. Das heißt nie mehr? Niemals. Gott sei Dank fährt morgen der Dampfer. Ohne mich. Bist du verrückt? Du und unsere ganze kalte, hochvornehme schwedische Gesellschaft. Was wisst ihr von der Natur? Natur? Du benimmst dich wirklich wie eine Wilde. Jawohl, wie eine Wilde. Komm! Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Herzen, das mir fehlt. Der
film un peu fou sur une femme qui veut toujours ce qu'elle n'a pas. Weißt du, vor 10 Jahren bin ich im letzten Augenblick umgekehrt, als der Dampfer schon ablegen wollte. Damals erschien mir die Insel als das Paradies. Dann, später, habe ich geglaubt, es wäre die Hölle. Und jetzt? Jetzt? Ich bereue es nicht. Bereuen ist immer eine Torheit. La Habanera parle en fait de l'attirance-répulsion qu'on éprouve pour le tyran. L'héroïne veut s'en affranchir, mais à peine est-il parti qu'elle se languit de lui. Le langage filmique de Zirk ne fuit pas devant la réalité. Le film est d'ailleurs tourné à Tenerife, en pleine guerre civile espagnole. Ferdinand Marian est le sauvage le plus élégant du cinéma allemand. Tous ses rôles révèlent une attirance pour la mort. Charismatique, abattu, déchiré, démoniaque, séduisant, sensible. Le rôle principal dans Le Juif Zus a été fatal à la carrière de cet acteur allemand. Le plus moderne et le plus naturel de son temps. Il n'a jamais su surmonter sa honte. Sind Sie für ein Mensch? Der Kern ist gut. Müsste bloß freigelegt werden. Die Panik schwebt über uns, meine Herren. Wissen Sie, was das heißt? Panik unter 2 Millionen Menschen? Panique et raison d'État, censure de la presse et police secrète. Une femme disparaît en plein cœur de Paris. Die Brandmauer ist bis auf weiteres verboten. Die Druckerei wird von der Polizei geschlossen. Pour sa fille, un réveil douloureux qui se transforme en cauchemar. C'est en vain qu'elle recherche sa mère. Elle se heurte à un mur de silence. Madeleine Lorenz. Nein. Nein? Nein, Madame, ist bei uns nicht abgestiegen. Une œuvre inquiète au sein de productions allemandes habituellement si rassurantes. Un grand film noir de l'Allemagne nazie. Es ist das Vaterland ihrer Mutter, dem sie diesen Dienst erweisen. Acculée, elle finit par capituler. Et ce sacrifice suprême sera le message du film. C'est l'œuvre maîtresse de Veit Harlan, un auteur-réalisateur dont l'écriture cinématographique personnelle marquera toute sa carrière. Mais c'était aussi un national-socialiste. Par opportunisme ou par conviction profonde, peu importe. Son engagement nazi fait corps avec son œuvre. Et on le retrouve dans tous ses films qui atteignent un niveau de perfidie qu'aucun autre réalisateur n'a pu égaler. Dans Sans laisser de traces, le rôle de la jeune fille dont le monde bascule est tenu par une troisième suédoise, Christina Söderbaum. Veit Harlan offre ici à sa nouvelle vedette une grande scène, un moment de cinéma hors du temps qui célèbre le 7e art et la puissance de suggestion de l'usine à rêves. Un an plus tard, le réalisateur divorce pour l'épouser. Christina Söderbaum tiendra le rôle principal dans tous les films qu'il tournera sous le Troisième Reich. La jeune femme a cette innocence, cette pureté et ce dévouement larmoyant qui correspondent à l'idéal allemand de l'époque. La personnification de la perversion brune, une jeune blonde nordique, destinée à se sacrifier dans tous les films de son mari. On a fini par appeler Christina Söderbaum la noyée préférée du Reich, tant elle dévoilait le fond nécrophile des nazis. Un fantasme masculin. À la fin des années 30, le pouvoir hitlérien est bien installé. Il semble invulnérable. Au plus grand étonnement du monde entier, de ses amis et de ses ennemis. Heinz Rühmann, c'est le petit homme du cinéma nazi. En apparence indestructible, il est malléable à merci, jusqu'à l'opportunisme, et on le voit. Il enrobe les valeurs nazies dans une forme comique, une machine à réconforter, à forger l'illusion que tout cela n'est pas si grave. Les personnages incarnés par Rühmann sont uniques en leur genre, figures d'enfants et d'adolescents dans un corps d'adulte infantile. Cet infantilisme, ce désir de redevenir un enfant, la régression réussie, est un trait caractéristique de nombreux films nazis.
Ja, war ja ein Katzensprung, nicht wahr? Wo haben Sie denn Ihre Flugmaschine? Habe ich geparkt auf dem Markt. L'efficacité de la propagande démontre une caractéristique majeure des masses modernes. Elles ne croient à rien de visible, ne croient pas à la réalité de leur propre expérience. Elles ne font confiance ni à leurs yeux ni à leurs oreilles, mais à leur seule imagination. Les masses ne se laissent pas convaincre par les faits, même inventés, mais seulement par la cohérence du système dont ils sont censés faire partie. En privé, Hitler regarde Mickey, des films de Frank Capra et des comédies musicales. C'est ainsi qu'il en arrive à tenter d'américaniser le cinéma allemand, de copier Hollywood. Les Guet-Lurons est la comédie la plus hollywoodienne du Troisième Reich. Le remake de New York-Miami voulu par Goebbels est un exemple parfait de fuite hors de la réalité. Une comédie loufoque pleine de burlesque et de réparties fulgurantes. C'est le dernier grand succès de Lilian Harvey et Willy Fritsch, le couple idéal du parlant sous la République de Weimar. Lilian Harvey s'exilera bientôt pour échapper à la Gestapo et prendra le chemin d'Hollywood. Le swing est interdit. Marlène Dietrich est partie, mais on tourne malgré tout des films comme celui-ci avec une musique d'inspiration américaine et des séquences à la Marlène, comme un écho des années 20, déjà si lointaines. Vive la musique associe comédie, bluette et film musical. Dans ce film relativement laborieux, on devine la tentation du burlesque, l'envie de faire autre chose. Un film mélancolique, avec un soupçon de Lubitsch. Oder bei unseren volkstümlicheren Vergleichen zu bleiben, spät erst fällt der Groschen. Ich seh die Welt seit heute in rosa-rotem Licht. Es haben alle Leute ein glückliches Gesicht. Es sehen alle Dinge bunt und verzaubert. Un film civil. Ici, pas d'homme raide et figé en uniforme. Ich hab dich und du hast mich. Mais des maris soumis et des femmes sûres d'elles, qui traitent d'égal à égal dans la guerre des sexes. Ich bin jung und du bist jung und vor uns liegt die Welt. Man erreicht ja alles leicht, wenn man zusammenhält. Ab heute ist mein Leben von Grund auf renoviert. Du hast außer der Wohnung auch mein Herz nicht abgeblieben. Ich hab dich und du hast mich, was brauchen wir noch mehr? Geben Sie es ruhig zu. Vor mir müssen Sie sich nicht genieren. Ich verstehe das sehr gut. Eine reizende kleine Frau, die Angst hat, die sich schämt, dass sie Angst hat, die zugibt, dass sie sich schämt, dass sie Angst hat, die ist in meinen Augen die vollkommenste Frau, die sich ein Mann nur wünschen kann. Es tut mir sehr leid, aber ich muss Sie enttäuschen. Im Allgemeinen bin ich nämlich sehr mutig und tapfer und stark. Aber warum wollen Sie das denn sein? Sehen Sie, es steht Ihnen viel besser. Nein, dann lassen Sie einmal hier. Wer weiß, vielleicht schreit diese heldenhafte Dame darin noch einmal und dann... Da werde ich Ihnen zeigen, wie mutig ich bin. Schrecklich. Zeigen Sie mal. Was? Wie Sie aussehen, wenn Sie mutig sind. Oh Gott, oh, ganz schlecht, ganz verkehrt. Nein, nein, nein. Also sehe ich nicht so aus. Doch, doch, aber es passt so gar nicht zu Ihnen. Wissen Sie, viel zu viel Falten. Der ganze Reiz ist weg, ist es ja überhaupt. Also. Nein, weich muss das Gesicht einer Frau sein. Zart und weiblich. Wenn Sie wüssten, wie viel besser Sie mir gefallen, wenn Sie schwach sind. Ich mir gar nicht. Ja, weil Sie nicht sehen können, wie reizend Sie dann sind. Können wir nicht mal was anderem sprechen? Wie? Oh doch, bitte, natürlich. Wetter oder so? Gustav Gründgens, comédien génial au cinéma comme au théâtre, réalisateur, brillant directeur du théâtre d'État de Berlin. Sous le Troisième Reich, c'est le protégé de Göring. Pas celui de Goebbels qui le hait, tout en exploitant son charisme. Un artiste aux deux visages, entre collaboration et résistance. Il a servi de modèle au comédien arriviste de Méphisto, le grand roman de Klaus Mann.
Sie sind in Gefahr. Immer. Liebst du sie nicht auch? Die Gefahr. Gründgens l'aime, le danger. Certains contemporains l'ont décrit comme un homme qui avait le courage d'outrepasser les limites dans tous les sens du terme. Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König flehen, dass sie beschütze, ziehen wir festlich angetan hin zu den Tavernen. Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist daran was geschehen. Un one-man show, reposant entièrement sur le charisme de Gründgens. Cela vaut la peine d'écouter les paroles. Wenn der Morgen endlich braut hinter dunklen Scheiben und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben. Rebellion! Rebellion! In den Katakomben! Rébellion, la chose est claire. Mais qu'en est-il de ces bombes qu'il s'agirait de forger? Goebbels autorise la sortie du film, mais fait interdire l'édition du disque et des partitions de la chanson. Und wenn man seine Degen nicht annimmt, so wird man seine Ferse annehmen müssen. Und die treffen besser. On fait pleuvoir des tracts, comme le feront Hans et Sophie Scholl quelques années plus tard, avant d'être guillotinés. Que penser d'un tel film? Un divertissement qui célèbre le défi adressé au pouvoir et prône l'indépendance d'esprit de l'artiste. Des scènes de révolution dans le cinéma nazi. Est-ce de la résistance? Ou bien plutôt une tentative pour préserver la bonne humeur du public? À l'image des Fous du Roi, les artistes peuvent plus que d'autres dire la vérité, même à la cour, surtout à la cour. La guerre déclarée, le cinéma se fait encore davantage instrument de propagande et de divertissement. Les films servent à légitimer l'injustifiable, la guerre, le génocide, la mise à mort des handicapés. Le cinéma a maintenant de grands hommes, autrement dit de grands Allemands. Veit Harlan a déjà donné le ton avec Crépuscule, un film adapté d'une pièce de Gerhard Hauptmann, dans l'esprit du ministère de la propagande, qui met en scène une dynastie industrielle inspirée de la famille Krupp. Le capitaliste en tant que Führer, en tant que guide. Wir sind dazu da, für die Volksgemeinschaft zu arbeiten. Dieser mein Wille ist das oberste Gesetz für mein Werk. Dem hat sich alles andere zu fügen, ohne Widerspruch. Costumes et décors, machine à remonter le temps vers une époque heureuse. Le spectateur ému peut s'y perdre tout entier. Une disparition salvatrice. Une stratégie de l'oubli à laquelle personne ne peut complètement échapper. Sans souci de vérité historique, tous ces films mettent en scène de grands Allemands. Bigger than life. Wer zum Führer geboren ist, braucht keinen Lehrer als sein eigenes Genie. Meine Söhne, wie ist denn das nun eigentlich? Werden große Geister geboren oder erzogen? Erzogen bei hochfürstlichem Durchlaucht. Geboren bei hochfürstlichem Durchlaucht. Nicht erzogen. Oh, diskutieren wir. Das Genie, wie wir die großen Geister nennen, wird nicht allein von seiner Mutter, sondern von seinem ganzen Volk geboren. Vortrefflich. Aber der Staat weist ihm erst auf seinen hohen Schulen den Weg zur Vollkommenheit. Nein, das Genie vermag auch ohne so unvollkommene Einrichtungen, wie es Schulen sind, durch eigene Kraft den Weg zur Vollkommenheit zu finden. Le grand génie esthétisé est tout à la fois un animal,
un surhomme, souvent un barbare. Tout est permis au génie. On légitime ainsi l'insoutenable. Suis-je un assassin de Wolfgang Liebenheiner en est l'exemple même. Habilement, sournoisement, il mêle et confond le thème de la mort réclamé par des malades incurables à celui de la mise à mort de malades mentaux et handicapés lourds, parmi lesquels de nombreux enfants. Jetzt bin ich so ruhig, so glücklich. La mort heureuse, c'est l'euthanasie. Ich habe meine Frau sehr geliebt. Le tout se termine en forme de drame judiciaire. Wiedersehen, Franziska. Heute zu mir gesagt, wir hätten gar keinen richtigen Vater. Wie findest du das? Ist doch nicht wahr. Ist ja Blödsinn. Avec la guerre, le cinéma s'adresse de plus en plus à un public féminin. Il met en scène des rêves et des cauchemars de femmes. Au revoir Franziska de Helmut Keutner est le premier d'une longue série de productions appelée littéralement « film de congé ». La trame, l'homme quitte le foyer conjugal pour apprendre la peur et l'enseigner au monde. La femme, fidèle et stable, reste à la maison en attendant son retour. Franziska, ich kann dich doch nicht schon wieder allein lassen. Du hast es doch gekonnt, all die Jahre, Sensationen und Abenteuer. Na jetzt kannst du es nicht, wo es zum ersten Mal einen Sinn hat? Bewundernd steht die Welt vor dem gewaltigen Sieg im Westen. In 39 Tagen wurde Frankreich zerschlagen. Deutschland weiß, dass dieser Sieg nur durch die geniale Führung der tapfersten Soldaten und durch eine hervorragende Organisation errungen worden ist. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlten. Das sind also die Treuhänder der Kultur. Und das die Barbaren. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Le cinéma légitime aussi la barbarie. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Le racisme conduit droit à l'antisémitisme et au meurtre. Goebbels n'attend pas la conférence de Wannsee qui entérine la solution finale pour attiser la haine antisémite. Le péril juif est une œuvre de commande. Fritz Hippler, l'aide de camp de Goebbels, en assure la réalisation. Le film peut être vu comme l'annonce officielle de la décision d'Hitler de perpétrer un génocide. Jüdischer Geist und jüdisches Blut werden niemals mehr das deutsche Volk verseuchen. Unter der Führung Adolf Hitlers hat Deutschland das Kampfpanier gegen den ewigen Juden erhoben. Kann ich in Ruhe kommen, bevor die jüdische Frage ausgeräumt ist. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. L'appel au meurtre antisémite n'est pas toujours formulé de façon aussi directe. Il prend parfois la forme de comédie burlesque. Nu, du bist schon aufgezäumt? Was heißt aufgezäumt? Sind wir denn hier in einem Zirkus? Das werden wir sehen, wenn die Story hat begonnen. Nu? Von vorne siehst du nämlich aus wie Katharina die Große und von hinten so gesund wie Napoleon. Red man nichts von Napoleon. Das war ein Antisemit. Deswegen ist er auch pleite gegangen in Moskau. Joi! Hier in Frankfurt ist unser Stammhaus. In Gibraltar sitzt England. Na, was liegt da? Jerusalem.
Wollen Sie da auch eine Filiale gründen? Umgekehrt, mein lieber Herr. Die Filialen von Jerusalem sind wir. Il prend aussi la forme de fresques historiques. Ce que montrent ces films, c'est qu'il existe une connivence secrète et veule entre l'antisémitisme des nazis et celui du reste de la population. Un peuple qui sait, mais voudrait oublier. Le plus abject, le plus infâme des films allemands, on le doit à Veit Harlan. Il en a rejeté la responsabilité. En 1940, le juif Süß fait de la propagande pour la solution finale. Le film montre deux sortes de juifs. Ceux du ghetto, des stéréotypes sales, ridicules. 8 personnages joués par un seul acteur, Werner Krauss. Et le juif assimilé, séduisant, puissant, intégré en apparence, mondain, ambigu, dangereux. Die Leute wissen anscheinend nicht, wie man einen großen Herrn behandelt. Aber du weißt das. Doch, ich meine, ich weiß ja nicht, aber ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich mich recht von mir sagen dürfte, ich bin ein treuer Diener meines Herrn. Multiplication des images de frontières qu'on franchit. Tels des réfugiés, des juifs en haillons passent les portes des villes allemandes. Le juif Süß n'a lui-même que faire des frontières. Il ne tient aucun compte des limites territoriales, sociales, urbaines, relationnelles. Il les transgresse toutes. Il veut des choses auxquelles il n'a pas droit, et s'il ne les obtient pas, il les prend par la force. Lass das! Will die Demoiselle jetzt tanzen? Nicht mehr. Das sieht sie doch ein. Das Tuch ist draußen. Los! Dann nimm's doch weg, mein Kind. Jetzt gibst du mir mein Tüchlein aber wieder. Le viol comme fantasme sadomasochiste. Pour soumettre sa victime, Süß fait d'abord torturer le mari de celle-ci. Le sacrifice déclenchera la révolte. Le sacrifice fait tomber le masque du méchant. Da sitzt er nun, der unselige Jude. Die monatelangen Verhandlungen hat er nichts weiter für sich vorbringen können als Lügen. Lasst mir mein Leben! Ich will leben! Leben will ich! Leben! Le film est projeté dans plus de 15 pays d'Europe. Sur ordre d'Himmler, on le montre à toutes les troupes SS dès l'hiver 1940, autrement dit avant l'invasion de l'URSS. Un appel au meurtre cinématographique. Des centaines de femmes envoient des lettres d'amour à Ferdinand Marianne, le premier rôle masculin, et plaignent le pauvre juif Süß. L'épreuve du temps est l'un des plus grands succès populaires du Troisième Reich. Un divertissement léger dont l'action débute lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, une période de lune de miel entre le régime et la population. De bien vous souvenir. Verzeihen Sie, gnädiges Fräulein, ich habe nämlich eine Karte übrig. Vielleicht kann ich Ihnen damit dienlich sein. De la propagande en bonne et due forme. Romance et guerre offensive, fiction et images d'actualité se mêlent et s'enchaînent sans distinction. Inge, ich muss dich sprechen. Was ist denn geschehen? Ich muss weg. Morgen früh schon. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du mir wehtust, aber... Aber Inge, du musst doch Vertrauen zu mir haben. Du sollst doch einmal meine Frau werden. Soll ich das wirklich noch? Inge,
On mêle aussi musique classique et chant militaire. Une séquence sans montage. Si le film a eu tant de succès, c'est parce qu'il fait écho au quotidien du public. Il intègre dans l'action une émission radiophonique musicale extrêmement populaire pendant la guerre, et des stars comme Heinz Rühmann ou Marika Röck. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht verwintern. Keine Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde weht und die Welt sich aus den Armen legt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarie. Le coup le plus ignoble et le plus réussi de la propagande de guerre nazie au cinéma, avec en apothéose le rassemblement de toutes les armes. Ilse Werner, l'actrice la plus moderne du cinéma nazi, née d'un père hollandais. La seule qui aurait pu faire carrière à Hollywood. En 1938, son père a refusé pour elle un contrat avec la MGM. Sportive, svelte, dotée d'un charisme fou, ce contre-modèle de la jeune fille allemande aurait pu jouer dans des films français. Ilse Werner cache bien la dureté de son caractère et ne dit rien des contradictions du régime. Sa nationalité hollandaise l'oblige à se présenter chaque semaine au poste de police. Hübsches die. Was ist die Kette hier? Die ist aus der Südsee. Solaire, lumineuse, plus qu'une belle femme, elle est la manifestation d'une époque qui doit et va arriver. Das große Spiel annonce avec bien des années d'avance les films sportifs. Il mêle des scènes de fiction aux prises de vue documentaires réalisées lors de la finale d'un championnat de première ligue. Le scénario est conventionnel. Il dépeint le parcours d'une équipe victorieuse et la force de cohésion du sport. On voit des acteurs au milieu du public. Il paraît incroyable que ce match ait pu avoir lieu, car c'est un jour très particulier, le dimanche 22 juin 1941. À l'aube, la Wehrmacht a envahi l'Union soviétique. Les leaders des masses n'ont qu'un souci, qui passe outre à toutes les considérations utilitaires. Réaliser leurs prédictions. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Deutschland ist in einer furchtbaren Krise. Wir leben in einer Epoche, die alles entscheiden und das Gesicht von Europa verändern wird. Die Armee greift an. Veit Harlan avait plusieurs cordes à son arc. Il savait mettre en scène des foules. Welches Deutschland meinst du? Jedes überalterte, nur noch vom vergangenen Glanz lebende, römische Reich deutscher Nation?
Diese Utopie soll zugrunde gehen. Und kommen muss ein deutsches Reich. Und Preußen muss es führen. Nur bei Preußen liegt die materielle und sittliche Forderung der Berufung. Nicht bei Habsburg. Habsburg hat sich als unfähig erwiesen für eine solche Führung, da es bereit ist, seine Macht über Deutschland mit fremden Völkern zu teilen, denen das Wohl der Deutschen gar nicht am Herzen liegen kann. Il est difficile de ne pas voir la ressemblance entre Otto Gebühr dans le rôle de Frédéric le Grand et l'image populaire de Hitler. Un génie dont les plans et les actes se fondent évidemment sur l'intuition. Sie wundern sich wohl, dass ich Sie so plötzlich und unangemeldet aufsuche. Bei Ihnen wundere ich mich über nichts. Le président Krüger attaque l'Angleterre, le grand ennemi. Le film décrit la soumission d'un peuple par la conspiration, la propagande et les camps de concentration. Ferdinand Marian incarne Cecil Rhodes. Le film montre la vérité sur le front russe. Was soll denn aus uns werden? Darüber, meine Damen, machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden in ein Konzentrationslager gebracht. Und du sollst uns ausschlafen, denke ich. Ja? Und wo? Oh, irgendwo muss ein bisschen nett sein. Ein Herz wie mein Herz ist nicht gern allein. Et puis encore l'amour, la guerre et la musique. Un navet sentimental où les bombardements sont vécus comme des parenthèses romantiques. Que faire de ses mains? L'amour frappe lui aussi comme un bombardement. Krieg mit den Sowjets. Deswegen musste wohl der Herr Hauptmann gleich wieder weg. Les femmes doivent se faire une raison pendant que les hommes se battent. Puis on passe à autre chose. En pleine guerre, le réalisme fait son retour. On ne peut pas encore parler de néo-réalisme, mais c'est un réalisme nouveau, teinté de romantisme, de poésie du quotidien. Berlin hat 4.222.000 Einwohner. Ich wollte ja noch Berlin zeigen. À travers ces chroniques ordinaires, de gens ordinaires, en temps de guerre et dont le temps est compté, une autre Allemagne apparaît, une Allemagne en marge de l'image officielle, une Allemagne quotidienne qui échappe à la censure. C'est le retour d'un thème qui avait disparu derrière les parades militaires, derrière la glorification de la patrie et de la terre, du sang et du sol, la grande ville. Le lac de Wannsee, la conférence de sinistre mémoire a eu lieu un an auparavant sur l'autre rive. Nanu, sind ich auch Berliner? Wieso? Sportclub Charlottenburg. So, nein, die Badehose, die ist von der alten Dame. Alten Dame? Ja. Ah, von Ihrer alten Dame. Und dann lassen Sie Ihre Frau Mutter gleich am ersten Urlaubstag allein? Erster Urlaubstag ist auch gut. Wieso? Muss nämlich heißen, einziger Urlaubstag. Ach. Übrigens, hier fallen Sie mir jetzt viel besser als heute früh. Und was ist mit Ihrer Mutter? Ich habe ja gar keine Mutter. Ich habe überhaupt niemanden. Ich habe nicht mal Verwandte. So? Ich auch nicht. Ach. On montre les corps. Mais comme ils ont l'air complexés, raides et gauches,
On sent que ces personnages ne savent pas quoi en faire, qu'ils en ont honte. Na, unser Staffelvater, der hat plötzlich behauptet, ich müsste mal so raus aus allem. Wirklich? Ja, glauben Sie mir nicht. Doch, aber Mutti hat mir heute Morgen dasselbe gesagt. Ihre Mutti? Nein, unsere Oberhälterin. Die nennen wir so. Hat die Frau aber einen großartigen Einfall gehabt. Was machen Sie denn heute Nachmittag? Da muss ich mal Inge fragen. Den Lautsprecher. Gehorcht haben Sie wohl gar nicht. S'il y a eu dans l'Allemagne nazie un film féministe, c'est celui-ci. Tourné en 1942, au moment exact où la 6e armée se vide de son sang à Stalingrad, où Hans et Sophie Scholl sont guillotinés. Une jeune femme de la campagne veut faire une carrière de photographe à Berlin. Au début, elle n'est pas très sûre d'elle. Mais bientôt, le succès arrive. Le film montre que les femmes ont un autre regard. Sie haben es schon. Das war ein reizendes Bild, mir Frau, so natürlich. Es wird eine hübsche Serie am Rande der Modenschau. Also ein Tagesereignis, ein einmaliges, so wie Sie, das ist aktuell. Aber das machen eigentlich mehr Männer. Das Foto, Ja, das Foto. das Ereignis meistens auch. Voilà une femme qui ne court pas après les hommes, qui ne veut pas fonder de famille, ne veut pas d'enfants, qui est amie avec un homme sans pour autant s'en amouracher. Autant que faire se peut, dans le cinéma nazi, le film revendique la vie privée, le libre arbitre, oui, l'hédonisme, le bonheur, ici et maintenant. Der Körper arbeitet doch auch weiter, während wir schlafen. Das Herz schlägt, die Lungen atmen, aber wir merken es nicht. Wir träumen höchstens. So schläft auch die Großstadt und träumt. Und in ihrem Innern kreist ihr Blut und das Leben geht weiter. C'est aussi un hommage à la grande ville et un témoignage sur les conditions de travail d'alors. Elle est en quête du bonheur, mais il n'est pas confiné au respect des traditions. Und bist du glücklich, Roll? Glücklich, Renate. Wer ist denn glücklich? 80 minutes durant, on voit à peine quelques uniformes dans le champ de la métropole. Puis tout change. Was aber das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker anlangt, da muss ich schon sagen, da sind wir Wilde doch die besseren Demokraten. Des images officielles, de la propagande. Que penser d'un tel film? Ici, aucune trace de la peur qu'inspire la guerre et les premiers bombardements alliés. Est-ce le mensonge d'un régime et de sa complice, la population, qui ne veut pas encore renoncer à l'espoir d'un happy end? On peut voir les choses autrement. En montrant la vie civile, en célébrant le bonheur privé, le film Le Chant de la Métropole est le miroir de la vérité. Il donne à voir ce que tout le monde a perdu. Quand la ville apparaît à l'écran lors de la première, voilà longtemps qu'elle a disparu avec la vie qu'elle abritait. Der verzauberten Tag de Peter Pewas est un film plus intime. Mais là aussi, les rêves conventionnels des demoiselles de magasin sont brisés. Dans le même temps, le film tente de neutraliser les images de propagande en jetant un contresort.
Un film n'a pas le droit de déserter, mais Sous les ponts de Helmut Keutner prend de la distance. Goebbels en apprécie la qualité cinématographique, mais il le fait interdire. Cette histoire de ménage à trois est trop intime, trop civile, trop humaine. Le film compte l'amour de deux amis pour la même femme, un amour sur lequel la guerre n'a pas de prise. Sie sollen raufkommen, sagt Ihr Freund. Wir sind gleich da. Ja. Komme. Wonach riecht's denn hier? Sie können mich doch nicht einfach anpusten. Entschuldigen Sie, aber ich musste einfach pusten. Die Locke. Mach's nicht mehr. Helmut Keutner, né en 1908, est un réalisateur majeur de l'époque. L'un des meilleurs. On peut le qualifier de néo-réaliste allemand. Sa carrière a commencé sous le fascisme comme celle de Rossellini et d'Antonioni en Italie. Keutner n'est pas un résistant, mais il est antifasciste dans l'âme. Sous le Troisième Reich, il trouve des niches thématiques, le moyen de faire des films ouverts, presque libres, qui échappent au contrôle du régime. Avec Lumière dans la nuit, un hommage à Renoir, il met encore en scène un amour à trois qui, cette fois, connaîtra une issue tragique. Stalingrad, 90 000 prisonniers allemands, des centaines de milliers de morts. La guerre d'anéantissement des Allemands s'est retournée contre eux. La croisière de rêve nazi. Le premier Titanic du parlant est un naufrage du cinéma allemand. Pas d'iceberg, mais de méchants capitalistes. Les Britanniques et les Juifs sont naturellement responsables de la catastrophe. Eine Überraschung, die unsere Aktien in ungeahnter Weise nach oben schnellen lassen wird. Meine Herren, mehr möchte ich heute nicht sagen. Aber ich bitte Sie, haben Sie Vertrauen zu mir. So wie wir alle es haben zu unserer Titanic. Le film célèbre avec une jalousie palpable le glamour de cet empire qu'il prétend mépriser. Le seul Allemand présent à bord est d'une correction excessive et dépourvu d'humour. Un Cassandre qui pressent ce qui va arriver, mais ne peut imposer ses vues. Wer fährt eigentlich das Schiff? Präsident Ismay oder der Kapitän? Der Kapitän tut selbstverständlich das, was der Präsident der Linie verlangt. Und warum verlangt er solchen Unsinn? Il y a un désir du naufrage, de la catastrophe. Ici, nulle glorification de la technocratie et du progrès si cher au fascisme. Et pas de personnages féminins négatifs. Seuls les hommes le sont. Le film est fait pour les femmes. On pourrait aussi le raconter ainsi. Les femmes sentent instinctivement que les hommes, avec leur soif de victoire et de pouvoir, conduisent au naufrage du navire tout entier ou d'une nation. Titanic est une allégorie de l'Allemagne d'alors.
Pour Goebbels, après Stalingrad, c'en est trop. Le film n'a pas l'autorisation d'être projeté. Seuls des Allemands stationnés dans les pays occupés pourront le voir et en parler. Si le port de Hambourg s'embrase, c'est grâce au nouveau procédé Agfacolor. Mais à l'époque du tournage, Hambourg est bien en flammes. Et c'est à Prague que le film est réalisé. La Paloma est peut-être la meilleure production du Troisième Reich. Mais ce n'est pas un film nazi. La Paloma, oh hey, einmal wird es vorbei sein, einmal holt uns die See und das Meer, gibt keinen von uns zurück. Un jour, c'en sera fini. Le sens de la phrase n'a pas échappé à Goebbels. Dans la beauté de l'Agfacolor, le film compose l'antithèse de tout ce qui est sacré et important aux yeux des nazis. C'est dans un monde de ratés et d'alcooliques, celui de la vie frivole, que Keutner met en scène une fois de plus un triangle amoureux. Il montre ce qui se cache derrière la gaieté appuyée des bouts en train nazis. De la tristesse. Hans Albers campe un homme écœuré par l'hypocrisie des producteurs de spectacles. Un ivrogne qui entrevoit la chance de mener une vie différente. Le clou du film est une scène de rêve qui se transforme en cauchemar. Reitsegel. Kommt wieder nach See. Bleib bei mir. Komm wieder, bleib bei mir. Reisegel. Hannes! Hannes! Sa bien-aimée, apparition vague et féerique, lui échappe rapidement. Dans ce mélodrame masculin, les hommes paraissent ébranlés dans leur virilité. Ils sont vulnérables, pleurnichards, sentimentaux, nostalgiques, brisés. In einem Berliner Industriewerk. La Paloma est aussi le signe avant-coureur d'une atmosphère de fin du monde. Cette évidence sourde qui pousse le cinéma allemand vers l'irréel, l'imaginaire. Hans Albers interprète Munchausen, le baron mythomane. La propagande commence à perdre en efficacité.
La femme de mes rêves surpasse encore et de loin le fantastique de Munchausen. Une comédie sous LSD. Le film lui-même est une drogue. En cette année 1944, l'envie de vivre dans un monde imaginaire semble plus forte que jamais. Cette exagération forcée n'est pas seulement du grand spectacle et l'ultime témoignage du pouvoir envoûtant du cinéma nazi. Elle a aussi quelque chose d'hystérique. Un film de fin des temps et un chapitre de l'histoire de la mentalité allemande. Un bal masqué, lieu d'excès mais aussi de trahison. Dans ce film, tout le monde porte un masque, même si on ne le voit pas. Une fois encore, l'Allemagne est ici, comme tant de choses, un jeu de dupes. L'histoire n'est apolitique qu'en apparence. Albrecht est un aventurier, un anti-intellectuel qui revient après bien des années pour faire une dernière conquête. Il hésite entre deux femmes et finit par épouser Octavia, une jeune femme prude et distante, mais issue de bonne famille. Dans des couleurs à la fois saturées et passées, le film de Veit Harlan dépeint la décadence de la bourgeoisie, vieille et décatie. Il préfigure la chute prochaine. Die Sonne sinkt. Nicht lange durstest du noch, verbranntes Herz. Verheißung ist in der Luft. Aus unbekannten Mündern bläst's mich an. Die große Kühle kommt. Sehr schön. Ja, sehr schön. La mystérieuse Else semble personnifier le contraire de tout cela. Le sport, la nature, le renouveau, le courage et l'impétuosité. Lors de sa première apparition, elle sort de l'eau comme une sirène. Elle représente la fraîcheur de la nature, des contrées nordiques, mais aussi l'inconnu. Großartig haben Sie das gemacht, Else. Ach, hier so aus dem Stand ins Zentrum zu treffen, ist ja keine Kunst, Fräulein Froben. Vom Pferd aus, im Galopp, das ist schon was anderes. Elle fascine l'homme, mais elle souffre d'une maladie mortelle. Ce mal fatal se cache derrière une force affichée, le sport, une forme de naturel. Sehen Sie den Regenbogen? Die Brücke, die hinüberschwingt. Wer weiß denn, wie bald wir sie beschreiten müssen? Morbidité et désir intense vont toujours de pair dans les films du Troisième Reich. Un désir qui ne sera jamais assouvi. Le régime ne tiendra pas sa promesse. Désormais, il est inutile d'espérer. Meinen Sie? Woran soll ich denn denken? An Sie? So sterben. Das wäre der glücklichste Tod. Ces sueurs froides, ce vertigo allemand tourne tout entier autour des fantasmes d'un homme. Les femmes sont des mortes vivantes ou des vampires. Veit Harlan parle de séduction et de la victoire des traditions, des codes bourgeois, de la décadence apparente. C'est son mélodrame. Pour pouvoir aimer une femme en bonne santé, il faut d'abord que celle qui est malade meure. Veit Harlan rend aussi bien le pressentiment d'une fin prochaine que le sursaut du peuple. Ces deux derniers films sont des répétitions générales de la chute. Messieurs, dans 100 ans, on montrera un beau film en couleur, sur les jours terribles que nous sommes en train de vivre. Ne voudriez-vous pas avoir un rôle dans ce film? Tenez bon, afin que dans un siècle, les spectateurs ne hurlent pas et ne sifflent pas lorsque vous apparaîtrez à l'écran.
De l'Aube à Kolberg, la boucle est bouclée. Kolberg est une superproduction, la plus chère, la plus somptueuse de l'histoire du cinéma allemand. 6000 chevaux, 10 000 costumes et plus de 100 000 soldats de la Wehrmacht réquisitionnés. Un mélodrame guerrier. Deutsche! Keine Liebe ist heiliger als die Liebe zum Vaterland. Keine Freude ist süßer als die Freude der Freiheit. Aber ihr wisst, was uns blüht, wenn wir diesen Kampf nicht ehrenvoll gewinnen. Darum, welche Opfer von dem Einzelnen auch gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir kämpfen und siegen müssen, wenn wir nicht aufhören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Ce n'est pas un divertissement, mais un crépuscule des dieux, fait pour donner un sens à l'absurde. La chute n'est plus niée, mais glorifiée dans une atmosphère de résignation et d'héroïsme plein de fierté. Un fantôme de film, un exorcisme, un autant en emporte le vent allemand à bout de souffle. Une vaste réclame pour la politique de la terre brûlée et le Volkssturm, les milices populaires. Asche und Trümmer wird sich wie ein Phönix ein neues Volk erheben. Ein neues Reich. Pour la dernière fois, Harlan célèbre l'ornement de la masse et les fantasmes du pouvoir total. Et puis le cinéma revient au réel. Et puis il n'y a plus personne à l'écran. Où sont passés les hommes ? Lequel de ces films avez-vous vu ? On saisit peut-être mieux la nature du Troisième Reich en se le représentant comme un seul et unique film. Un grand rêve. Guten Tag, mein Kind. Peut-être que jusqu'à la fin, les Allemands n'ont tout bonnement pas voulu quitter la salle, parce qu'ils n'avaient pas envie de revenir à la réalité. Que reste-t-il de ces films dans le cinéma allemand d'après 1945 ? Rêve-t-il encore à ces chimères sous une forme différente ? Et jusqu'à quel point ? Le cinéma allemand n'a pas connu d'année zéro. Was bringst du uns aus Kolberg? Que c'est le cinéma que nous ignorons ? So drücke ich Preußen und Kolberg an mein Herz. Es sind nur noch wenige Edelsteine in unserer Krone geblieben.
Holberg ist einer davon. Après la guerre, Hans Albers n'a rien perdu de sa popularité. Il a tourné 18 longs métrages en RFA et jusqu'à sa mort en 1960, il a considéré La Paloma comme son meilleur film. Ilse Werner, d'abord frappée d'interdiction d'exercer, n'a jamais pu renouer avec le succès. Elle est devenue comédienne de doublage et animatrice de télévision. Ferdinand Marian, interdit d'écran à vie à cause du juif Zus, est décédé dans un accident de voiture en 1946. On a parlé d'un suicide. Veit Harlan n'a pas été condamné et a tourné jusqu'à sa mort en 1964. Il a toujours affirmé que les nazis avaient exploité ses œuvres à des fins politiques et l'avaient contraint de réaliser le juif Zus. Christina Söderbaum a tout de suite retravaillé à la fin de la guerre, toujours exclusivement pour Veit Harlan jusqu'à la mort de celui-ci. Helmut Keutner est devenu l'un des réalisateurs majeurs de l'Allemagne de l'Ouest. Il a tourné 27 films et 24 téléfilms avant sa mort en 1980. Erich Kästner, romancier interdit par les nazis, est le véritable auteur du scénario des aventures de Munchausen. La production avait obtenu de Joseph Goebbels une autorisation de travail exceptionnelle. Eine schlimme oder gute Zeit, wenn ich mir was wünschen dürfte, möcht ich etwas glücklich sein, denn wenn ich gar zu glücklich wär, hätt ich Heimweh nach dem traurig sein. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käm ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möcht ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar so glücklich wär, hätt ich Heimweh nach dem Traum.